À quelle époque c'était? J'étais directeur du patrimoine entre 93 et 97, donc il y a un bon temps, plus de 20 ans. Et donc nous sommes intervenus sur la restauration de la façade principale de Notre-Dame-Paris, celle qui donne sur le parvis. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai été attirée dans la question de Notre-Dame de Paris, c'est parce qu'il y a un journaliste qui s'est souvenu que j'avais traité les suites d'un incendie extrêmement spectaculaire et qui a été vécu comme dramatique sur place, qui est l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes, et qui a été pour les Bretons l'équivalent, à l'échelle de la Bretagne, qui a été l'équivalent de la catastrophe de Notre-Dame de Paris pour le monde entier. Donc il y a une différence d'échelle quand même. Donc, ça n'a pas fait la une des télévisions américaines, l'incendie du Parlement de Bretagne. Mais pour les Bretons, ça a été un drame. Voilà. Comme l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et pour le service des monuments historiques, ça a été une mobilisation générale avec des problématiques qui sont celles des grandes catastrophes patrimoniales. Donc il y a un journaliste qui m'a appelé en me disant « Est-ce que vous savez que Notre-Dame brûle ?» Alors la question c'est « Non, je ne le savais pas, j'ai découvert à cause de ce coup de fil. Est-ce que vous voulez venir en parler demain? Parce que vous avez traité les suites d'un tel incendie. » Donc c'est vraiment en tant qu'expérience technique du traitement d'un incendie catastrophique que je suis intervenue dans le débat. Et puis, comme vous le savez, très vite, les questions techniques ont laissé place à des questions très politiques et très symboliques. Et, si je puis dire, le sujet s'est enflammé à son tour. Juste une petite question à partir de votre réponse. Dans la restauration de la façade principale, ça n'a fait l'objet d'aucune polémique, c'est passé à l'as. Oui, ça n'a fait l'objet d'aucune polémique. Il y avait un très important échafaudage, ça a duré assez longtemps, mais il n'y avait aucun sujet. On a restauré à l'identique, sans que personne se pose la question de savoir s'il fallait, par exemple, retirer ce qu'avait fait le BLU. Parce que vous savez que le BLU, il n'y a pas seulement la flèche, la façade lui doit beaucoup, énormément. Deuxième question de base. L'importance de cette cathédrale dans l'histoire de France, ou dans l'histoire de la religion d'ailleurs, sa place, est-ce que sa place est importante? Est-ce que c'est lié au mythe de l'eau? Et est-ce qu'au départ c'est un lieu saint, un lieu mythique? Est-ce que ça commence par une toute petite chapelle dans cet endroit très particulier de la Seine, de cette île? Et puis ensuite, est-ce qu'elle cette construction, est-ce qu'elle se développe et est-ce qu'elle va bénéficier finalement de la mariolatterie du Moyen-Âge? Alors, est-ce que c'est au départ? Parce que c'est arrivé, c'est pas extraordinaire. C'est pas la première fondation ecclésiale du tout de l'île de la Cité. Elle a d'ailleurs remplacé deux autres églises. C'est-à-dire que, et elle est construite par Maurice de Sully, qui est l'évêque de Paris, et qui est un petit paysan devenu, même presque mendiant d'après les textes de l'époque, devenu évêque, et que tout le monde admire pour son ascendance, etc., et qui est le commanditaire. Et elle est construite pour des raisons tout à fait pragmatiques, c'est que la population parisienne a tellement cru, a tellement augmenté, que les églises sont devenues trop petites. Donc c'est simplement pour accueillir le nombre de fidèles de l'époque, parce que c'est une période, donc le XIIe siècle, où, c'est le beau Moyen-Âge, le XIIe siècle, où cette partie de l'île de France s'enrichit considérablement. D'ailleurs, le fait que la cathédrale, telle que nous la connaissons, bénéficiera de considérables ressources par rapport à d'autres fondations de l'époque. Elle sera très richement dotée, à la fois par l'évêque et aussi par la population, et elle est destinée à être assez grande pour accueillir les fidèles qu'elle dessert. Et elle va remplacer deux cathédrales, dont une s'appelle Saint-Étienne, deux églises de la ville de Cité, dont une s'appelle Saint-Étienne et qui sont plus anciennes. Donc il faudrait remonter à la création de la première basilique pour savoir pourquoi on la met là. Mais très probablement, c'est un lieu central et facile à défendre. Il faut bien voir quand même que Paris est une ville qui a été attaquée sévèrement au cours des siècles, et c'est un lieu facile à défendre à cause des bras de la Seine qu'il faut traverser pour l'attaquer. Donc elle est mise là pour des raisons pragmatiques, mais la cathédrale que nous connaissons aujourd'hui
remplace, ce n'est pas la première fondation ecclésiale. Alors sur son importance religieuse, je crois qu'elle est liée à l'importance du diocèse, mais qui, comme vous le dites, en réalité une importance, c'est une importance à la fois politique, puisque le palais royal est là, dans le même endroit d'ailleurs, toujours à l'île de la Cité, et aussi parce que, encore une fois, c'est un diocèse très riche, et très vite, ça va devenir le centre, économique, et donc politique de la France. Et il faut voir ça comme ça. Vous savez, les évêques de l'époque sont des chefs politiques, ce sont des responsables politiques. Ils ont la charge d'âme, comme on dit, mais pas seulement spirituelle. C'est aussi une charge politique, matérielle. Et c'est pourquoi, autour de la cathédrale, il y a l'état de service, il y a l'hôtel-Dieu, il y a aussi les foires. Et très souvent, je ne suis pas sûre, je ne crois pas que c'est le cas à Paris, très souvent aussi la synagogue est mise à l'abri de l'Église, à l'abri des attaques. Voilà. Très souvent, mais ça c'est des choses qu'on dit peu, très souvent les évêques protègent aussi. Il y a les juifs du roi, il y a les juifs du pape, et il y a aussi les juifs des évêques, parce qu'ils sont protégés contre les attaques par la puissance temporelle de l'évêque. Donc la richesse et la force de Notre-Dame, c'est la richesse et la force de l'île de France. Donc c'est ouvert, c'est politique. Et alors du point de vue architectural, c'est considéré très vite comme une très belle architecture. Et parmi les merveilles de Notre-Dame, il y en a plusieurs qui sont citées chaque fois par des textes qu'on peut lire. Il y a les tours de Notre-Dame, c'est cité par énormément de textes. Il y a la rose de vitrail, très vite considérée comme une merveille médiévale. Et puis il y a le chevet avec ses arcs-boutants qui sont uniques à l'époque et restés largement uniques. La caractéristique des arcs-boutants de Notre-Dame, qui ont été vécus comme d'ailleurs une étonnante audace architecturale, c'est d'avoir une seule portée. Au lieu d'être en deux portées avec les deux étages architecturaux de la cathédrale, ils partent du haut et ils arrivent en bas. Vous voyez que les arcs-boutants, pour Notre-Dame, c'est des modes d'évacuation des eaux pluviales. Ça fonctionne avec les gargouilles. Les gargouilles rejettent l'eau en pluie. C'est lié au fait qu'on a modifié la toiture, qu'on a eu des problèmes d'évacuation d'eau pluviale. Donc les gargouilles servent à faire échapper le jet d'eau pour qu'ils n'aillent pas frapper la façade, et ils sont recueillis par les arcs-boutants et entraînés en bas. Donc c'est beaucoup plus un effet de technique d'évacuation des eaux qu'un contrefort. Voilà. Et ces arcs-boutants qui sont absolument extraordinaires vont être interprétés très souvent dans la littérature parce qu'ils font penser à des formes qui ne sont pas des formes d'église ou monumentales, mais par exemple des formes animales. C'est une des choses que j'admire beaucoup à Notre-Dame de Paris, c'est quand on voit Notre-Dame, quand on voit depuis le chevet, on voit cette espèce de moi j'avais comparé ça à une araignée avec ses pattes, une araignée accroupie. Et je me suis aperçue que cette image qui était venue spontanément, je n'étais pas du tout la première. Il y a un texte de Théophile Gautier qui reprend exactement la même image. Mais d'autres ont comparé ça à un vaisseau avec des rames d'aviron. Ça a toujours fasciné. Voilà. Et puis il y a la flèche. Et la flèche, elle est beaucoup plus tard. Parce que la flèche est très souvent citée. Et enfin, la dernière chose qu'on cite très souvent, c'est les cloches. Les cloches de Notre-Dame sont très souvent invoquées dans toutes sortes de textes très différents. Mais pour les tours, par exemple, rappelez-vous, quand on parle du vol de l'aigle, le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, de clocher au clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Et ça, c'est avant Victor Hugo. Et il y a autre chose sur les tours de Notre-Dame, par exemple, il faut se souvenir, Gargantua, lorsqu'il visite Paris, il est assailli par les Parisiens, etc., qui ne s'appellent pas les Parisiens, puisque ça s'appelle Lutèce, et il arrive sur les tours de Notre-Dame, il campe sur les tours de Notre-Dame, ses deux pieds, et il compisse les Parisiens. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, comme on rappelait, qu'on appelle Lutèce Paris, parce que c'est par rite, donc par moquerie, les Parisiens, qu'il les arrose et qu'il en noie d'ailleurs des quantités. Et l'autre chose que fait Gargantua, c'est qu'il vole les cloches de Notre-Dame pour en faire
des grelots pour sa jument. Et il y a toute une histoire que raconte Rabelais sur, il y a quelqu'un qui est personnifié un docteur